Bien le bonjour à tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui une pathologie très fréquente en urgence traumatologique que sont les infections de la main. Il faut savoir que la main est l'organe que l'on a à vue toute notre vie et qui nous permet d'effectuer plusieurs tâches de la vie quotidienne. Ces infections de la main sont dues à une effraction de cette barrière cutanée, de ce revêtement cutané, qui est assez épais, suite soit à des traumatismes minimes par des piqûres d'insectes, des écorchures, des petites lacérations, et que cette infection s'installe soit par contiguïté ou par diffusion ou par voie hématogène. Nous allons voir pour cela le plan de la question qui comprendra des définitions, l'écosystème de la main et l'aspect bactériologique, le panari d'un doigt et le phlegmon d'un doigt qui en est la conséquence. Le panari est une infection aiguë primitive des parties molles d'un doigt. Le phlegmon des gaines digitales est une infection des gaines synoviales péritendineuses et qui en est souvent la conséquence d'un panari soit par diffusion par contiguïté ou par voie hématogène. Le revêtement cutané de la main a une double fonction bactériologique, et il faut savoir qu'à la surface de la main, il existe un équilibre qui est sans cesse entretenu par la compétition entre les différents germes présents. Sur une peau saine, on retrouve en effet des germes saprophytes résiduels et des germes transitaires. Les germes saprophytes résiduels se nourrissent et se reproduisent sur place, comme le streptocoque coagulase négatif et les grammes positifs. Leur virulence en est faible par leur activité métabolique. Ils protègent la peau de l'installation des autres germes beaucoup plus virulents. Les germes transitaires, venus de sources différentes, balayent transitoirement la surface cutanée. Il en faut distinguer les germes transitaires banaux, tels le staphylocoque doré, le streptocoque bêta-hémolytique et les grammes négatifs de la flore intestinale. Les germes transitaires étrangers sont des germes de contamination accidentelle, comme le bacille tétanique et le mycobacterium. Le panari peut se situer à n'importe quel siège d'un doigt, le plus fréquent étant le panari péri-inguéal et sous-inguéal, c'est-à-dire autour de l'angle et sous l'angle au-dessus de la matrice inguéale. Le panari pulpaire qui se situe au niveau de la pulpe du doigt, et on peut avoir un panari. Ces deux panaris peuvent communiquer entre eux et donner un panari en bouton de chemise. Le panari du dos de P2, c'est-à-dire à la face dorsale de P2, comme le panari en 5 qui est à la face dorsale de P1. En 4, c'est le panari de la face palmaire du doigt. En 6, il s'agit d'un panari des faces latérales du doigt. Comment on fait le diagnostic? L'examen commence toujours par un interrogatoire. Et bien sûr, cet interrogatoire demandera l'âge du patient, l'activité du patient, la fonction, et surtout on recherchera les facteurs favorisants tels que le diabète, l'éthylisme et les métiers manuels, et bien sûr préciser si c'est la main dominante ou non. Recherchez la porte d'entrée, à quel niveau vous avez cette porte d'entrée, si c'est sur la pulpe, sur la face dorsale, si c'est sur la région inguinale. Et sur le plan clinique, nous avons comme signe fonctionnel principal qui est la douleur. La douleur est le mètre septum. Ce panari peut avoir deux aspects, soit une forme inflammatoire dite phlegmasique, soit une forme collectée où vous avez une collection purulente autour de l'angle ou bien sous l'angle. Bien sûr, il faudra préciser l'état vaccinal du patient par rapport au vaccin antitétanique. L'examen local. Dans la forme phlegmasique, il s'agira d'une tuméfaction rouge, douloureuse à la palpation, mais sans collection visible. Par contre, la forme collectée, vous remarquerez une tuméfaction bien blanchâtre entourée d'une zone inflammatoire. L'examen locorégional s'attellera à rechercher une traînée de lymphangite ou bien une adénopathie axillaire inflammatoire. Dans certains cas, on peut avoir d'emblée une complication telle qu'un phlegmon des gaines digitales synoviales ou une atteinte ostéo-articulaire telle une ostéoarthrite interphalangène proximale ou distale. Les examens complémentaires sont standards. Nous ferons une radiographie standard de la main de face et de profil.
qui au départ ne montrera rien du tout s'il n'y a pas une atteinte osseuse. Le bilan biologique par contre, qui est fait d'une formule sanguine, d'une vitesse de sédimentation et d'une CRP, va rechercher s'il y a une hyperleucocytose, bien sûr. On fera aussi un bilan infectieux s'il y a une collection. On fera des prélèvements bactériologiques qu'on adressera à la microbiologie pour étiqueter le germe responsable et dresser une antibiothérapie adaptée. Les cas cliniques. Le premier étant le panari péri- et sous-inguéal, le plus fréquent. Les berges inguéales sont protégées contre les agents infectieux par un revêtement cutané, mais à l'occasion d'une brèche, soit lors de soins inadaptés, ou bien par corps étranger, ou suite après un traumatisme qui avait occasionné un hématome qui peut s'infecter secondairement. L'atteinte matricielle étant la conséquence des panaris sous-inguéales. Vous remarquerez ici un panari au stade phlegmasique qui est péri-inguéal. Le panari péri-inguéal collecté, on voit sur la photo une collection blanchâtre sous-cutanée qui surélève la région péri-inguéale. Donc nous avons vu la forme phlegmasique inflammatoire et maintenant la forme collectée. Pour ce qui est du panari pulpaire, vous remarquerez cette collection qui est suite à une effraction de la pulpe où il va y avoir une diffusion par contiguïté de l'infection et qui peut se déplacer soit vers l'articulation interphalangienne distale, soit aller vers les gaines synoviales et être responsable d'un phlegmon des gaines, ou bien donner un panari sous-inguéal. Ces panaris pulpaires sont fréquents et deviennent rapidement douloureux par la mise en tension de la pulpe faisant disparaître sa pseudo-fluctuation physiologique. Une fois collectée, la pulpe devient hyperalgique, lancinante, augmentant de volume et devenant chaude, rouge et sous tension. Le panari en bouton de chemise, qui est la conséquence d'un panari péri- ou sous-inguéal et d'un panari pulpaire, et qui sont raccordés par un pertuis à ce niveau-là. Il est nécessaire de faire une mise à plat bipolaire, à la fois péri-inguéal et pulpaire. Le panari anthracoïde est souvent superficiel, réalisant un furoncle, respectant toujours l'appareil extenseur sous-jacent et siégeant en règle sur le dos de la phalange. Le panari de la face dorsale du doigt, souvent grave, correspondant à une véritable cellulite dorsale dont le point de départ est le plus souvent la deuxième phalange. Le tissu sous-cutané y est très mince, favorisant la diffusion de l'infection, décollant la peau et lui donnant un aspect nécrotique. Le risque étant la diffusion vers la face dorsale de la main et l'atteinte de l'appareil extenseur du doigt ainsi que l'articulation interphalangienne en regard. Il impose bien sûr une excision chirurgicale radicale jusqu'au tissu sain. Le panari de la face dorsale de la main, suite à un panari de la face dorsale du doigt, cette diffusion, comme vous voyez sur la première plaque, nous avons une main très œdémaciée à la face dorsale, avec un doigt très œdémacié et augmenté de volume, et nous remarquons ici la porte d'entrée de ce panari avec diffusion au niveau du dos de la main, et après incision, vous remarquerez cette collection purulente le long de la face dorsale de la main qui a bénéficié d'une excision, toilette et drainage, bien sûr après mise à plat. Le panari digital palmaire reste rare. Il comporte le risque majeur de la contamination par contiguïté de la gaine des fléchisseurs. Quelle est l'évolution et quelles sont les complications? L'évolution ne se conçoit qu'après un traitement bien conduit, car les complications guettent toujours ce doigt-là. Elles peuvent être d'ordre articulaire, intéressant l'interphalangienne distale, dont le diagnostic reste difficile cliniquement et radiologiquement, puisque les signes radiologiques sont en retard par rapport à la clinique, et il s'agit d'une extrême urgence chirurgicale. La deuxième complication, c'est l'atteinte tendineuse, par atteinte directe du tendon extenseur, soit sous la forme d'un phlegmon, soit sous la forme d'un phlegmon qui va diffuser, d'un panari qui va diffuser vers la face dorsale de la main. L'atteinte matricielle et surtout l'apanage des panaris sous-inguéales. Des formes cliniques particulières, telles que le panari à streptocoque,
Ce Panari est très grave car il donne pratiquement une nécrose des espaces celluleux sous-cutanés aboutissant à une nécrose d'un doigt. C'est pour cela que l'examen cytobactériologique est très important à faire dès le début pour ne pas aboutir à ces nécroses cutanées qui vont nous obliger à faire une amputation du doigt. Les autres plaies donnant des panaris avec un œdème du doigt en regard d'une articulation, c'est d'emblée une ostéoarthrite interphalangienne proximale. Le doigt n'est qu'augmenté de volume inflammatoire, mais c'est surtout l'articulation où vous remarquerez qu'il y a un pincement de l'articulation. Hein, et il faut intervenir très rapidement pour nettoyer cette articulation car l'avenir fonctionnel du doigt est mis en jeu. La thérapeutique. Au stade phlegmasique inflammatoire, la séro-anatoxinothérapie antitétanique doit être faite en urgence et sinon adaptée à l'état vaccinal antérieur du patient. On commencera par une antibiothérapie par voie orale pendant 48 heures à visée antistaphylococcique qui sera redressée par l'antibiogramme. Les soins se feront par des antiseptiques locaux et par des bains réguliers. Et on surveillera notre patient et on changera le pansement pratiquement tous les jours à tous les 2 jours. Pour la forme collectée, après sérothérapie, un traitement chirurgical s'impose car il faut évacuer cette collection. Ça se fera au bloc opératoire sous garrot pneumatique, sous anesthésie locale ou générale. On excisera complètement tous les tissus nécrotiques avec prélèvement bactériologique et des pansements grands. L'antibiothérapie n'est justifiée qu'au-delà de l'intervention que dans 2 cas, soit en cas de signes généraux ou locaux généraux associés, et en cas de morsure humaine, nous prodiguerons de la doxycycline et de la vibramycine pendant 10 jours. Et bien sûr, il faudra surveiller notre patient. Pour ce qui est des phlegmons des gaines synoviales, un petit rappel anatomique, nous avons les gaines digitales pour les doigts médiaux, tels que l'index, le majeur et le 4e doigt. Ces gaines digitales commencent au niveau de la métacarpophalangienne, c'est ce qu'on appelle le cul-de-sac proximal, et s'arrêtent au niveau de la 2e phalange. Pour des gaines des doigts latéraux, tels que le 5e, c'est la gaine digitocarpienne interne qui démarre au niveau du poignet et s'arrête sur la 2e phalange, se termine au niveau de la 2e phalange. Par contre, la gaine digitocarpienne externe va du poignet et s'arrête au niveau de la 1re phalange. Ces gaines synoviales entourent les tendons et les nourrissent. Donc vous imaginez quand il y a une diffusion par contiguïté ou par voie hématogène d'une infection, soit suite à un panari ou à une écorchure ou lacération, c'est une atteinte de ces gaines digitales. Comment en faire le diagnostic? L'interrogatoire est très important, précisant comme tout à l'heure les facteurs favorisants et la porte d'entrée. La notion de contamination de voisinage est possible soit par une arthrite, soit par un panari ou une geste chirurgicale antérieure. Les signes fonctionnels, dans le symptôme étant la douleur. Elle peut être intense, débutant au niveau de la porte d'entrée, se propageant le long du trajet de la gaine du tendon, et elle est parfois atténuée par une antibiothérapie antérieure ou prescrite par erreur. L'œdème s'installe le long de la gaine, l'impotence fonctionnelle constitue une diminution de la fonction du doigt. Le patient aura du mal à fléchir son doigt ou à l'étendre. Il faudra rechercher l'état vaccinal antitétanique. L'examen physique, examen local, nous retrouverons une douleur à la palpation de la gaine, une douleur au cul-de-sac proximal de la gaine avec un signe quasi pathognomonique. L'aspect du doigt est en crochet avec une exacerbation de la douleur à l'extension passive ou en flexion contre résistance. Un examen loco-régional à la recherche de lymphangite, d'adénopathie et surtout de la porte d'entrée. Nous compléterons notre examen par un examen général. Les examens complémentaires seront faits par une radiographie standard de face et de profil de la main et du poignet, un bilan biologique fait de vitesse de sédimentation, de numération formule sanguine et un examen
bactériologique et un antibiogramme. L'évolution de ces phlegmons. Elle est basée sur une classification par rapport au stade évolutif et par rapport aux constatations péropératoires. Au stade 1, le liquide synovial est clair ou louche. La synoviale reste d'aspect normal. Au stade 2, le liquide est purulent avec une atteinte isolée de la synoviale sans atteinte tendineuse. Le stade 3, c'est une nécrose tendineuse. Les complications, nous aurons soit la nécrose du tendon, comme dans le stade 3, soit une diffusion à l'articulation, et nous aurons une ostéoarthrite. La conséquence de ces nécroses tendineuses et ostéoarthriques donnera des raideurs avec des douleurs résiduelles pouvant être rencontrées dans tous les stades. Comme on peut avoir ce qu'on appelle un phlegmon à bascule. Comment nous traitons nos phlegmons? Le traitement ne peut être que chirurgical. Par excision de la porte d'entrée, ouverture du cul-de-sac proximal. Au stade 1, il faut juste faire un lavage, car le liquide est trouble, la synoviale est inflammatoire et le tendon est intact. Au stade 2, le liquide est purulent. Il est nécessaire d'ouvrir cette gaine en entier et exciser la synoviale malade. Au stade 3, il y a une nécrose tendineuse et il est impératif d'exciser tous les tissus nécrosés, y compris ses tendons. Et bien sûr, surveiller ce patient par des pansements réguliers et une antibiothérapie adaptée. Quelques cas cliniques de constatation péropératoire. Ici, vous voyez un lavage bipolaire, une incision bipolaire au cul-de-sac proximal, à la base de la métacarpophalangienne de l'index, une contre-incision au niveau de l'interphalangienne distale, ici en blanc, le tendon après ouverture de la synoviale. C'est le stade 1. Le stade 2, ici, vous voyez tout le doigt qui est complètement ouvert avec une gaine synoviale inflammatoire, ouverture de cette gaine à hauteur de l'interphalangienne distale pour faire un lavage bipolaire de la gaine. C'est un stade 2A. Un algorithme pour nous permettre de nous orienter dans la prise en charge de ces phlegmons des gaines. En cas de stade 1, la gaine n'est que distendue. Un lavage bipolaire est suffisant avec un traitement médical adapté, un pansement quotidien et une mobilisation précoce en passif et activité. L'immobilisation post-opératoire se fait entre les séances de rééducation. Au stade 2A, c'est-à-dire une synovite localisée, on excise la synoviale malade et on procède à un lavage suivi du même protocole post-opératoire. Au stade 2B, la synovite est étendue, on fera une synovectomie large avec lavage, c'est-à-dire c'est le stade collecté. Au stade 3, c'est le stade de la nécrose tendineuse, nécessitant une résection de l'appareil fléchisseur ainsi de tous les tissus nécrosés. Je vous remercie.